Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui les conclusions de notre mission d'information sur l'avenir du secteur aéronautique en France. Ce secteur reflète ce que l'industrie française fait de meilleur en conjuguant excellence des savoir-faire et rayonnement international. Nous avons entendu près de 70 acteurs au cours de nos auditions et ils n'ont pas démenti notre confiance dans la filière pour relever les défis auxquels elle est confrontée. Et je suis rassuré, l'aéronautique fait toujours rêver. Tellement rêver que l'avion reste un connecteur essentiel entre les hommes de notre planète, vecteur de connaissances mutuelles, d'enrichissement, de tolérance et probablement de paix. Je voudrais remercier particulièrement les services de l'Assemblée nationale et notamment Aude Ménoré, qui a été une cheville ouvrière extraordinaire pour organiser toutes ces auditions, pour organiser le rapport en un temps record. Et je dois vous signaler que le 25 décembre et le 1er janvier de cette année, elle était encore sur le pont puisque nous échangions tous les trois. Je voudrais également dire tout le plaisir que j'ai eu à travailler avec Sylvia Pinel. Ce n'est pas la première fois, effectivement, le président rappelait que nous avions, en 2019, travaillé sur un sujet important quand le Premier ministre m'avait missionné sur une mission logement. Et donc, j'avais travaillé effectivement avec Sylvia Pinel et j'ai eu à nouveau le plaisir de rencontrer quelqu'un d'agréable, d'ouvert, de sympathique et de positif. Voilà, je voulais le dire tout de suite. Donc, le secteur aéronautique traverse des difficultés importantes. La crise de la Covid-19 a brusquement mis à l'arrêt le trafic aérien. Le trafic international de passagers a baissé de 60% en 2020 par rapport à 2019. Et la reprise du trafic à son niveau d'avant-crise est estimée à 2024 au plus tôt et demeure largement incertaine. La baisse brutale de la demande de transport a eu des conséquences directes sur l'industrie. Alors que la filière aéronautique et spatiale comptait 691 000 salariés, les effectifs ont baissé de 8% en 2020, soit une baisse 4 fois plus élevée que dans l'ensemble de l'économie. C'est d'autant plus préjudiciable que cette industrie est un moteur majeur de l'économie française et de nos performances en matière de commerce extérieur. Le secteur aérospatial est habituellement le premier secteur français à l'export. En 2020, il était à son plus bas niveau depuis 2005. En parallèle, les conséquences du réchauffement climatique interrogent le rapport de notre société à l'avion. Même si le transport aérien ne représente que 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, il faut évidemment réduire drastiquement ses conséquences sur l'environnement afin d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour y parvenir, la filière doit accélérer les efforts de décarbonation, efforts qu'elle a engagés depuis longtemps. Au cours des 30 dernières années, les différents progrès effectués en matière technologique et opérationnelle ont permis de diviser par 2 la consommation de kérosène par passager kilomètre et les émissions de CO2 associées. Nous souhaitons encourager toutes les initiatives qui permettront un débat objectif et apaisé autour de l'impact environnemental du transport aérien. La création de l'Observatoire de l'aviation durable par le ministre Jean-Baptiste Djebbari ou la publication du référentiel avion et climat par l'ISAE Supaéro constituent autant de bonnes initiatives. Nous sommes convaincus que les progrès technologiques et leurs applications opérationnelles permettront de décarboner le transport aérien. Le secteur aéronautique français doit être le leader sur le sujet. C'est d'autant plus nécessaire que pour certains trajets, l'alternative à l'avion n'existe pas. De plus, le secteur aéronautique est hautement mondialisé et compétitif. L'américain Boeing et le chinois Comac sont des concurrents directs d'Airbus et on retrouve de telles concurrences sur l'ensemble de la chaîne de production. Venons-en donc aux différentes améliorations technologiques qui permettront de décarboner le trafic aérien. Je vous présenterai pour ma part 2 leviers de court terme, le renouvellement des flottes et l'optimisation du trafic aérien au sol, et un levier de moyen terme, l'avion électrique. En premier lieu, c'est l'acquisition des dernières générations d'aéronefs par les compagnies aériennes qui permettra de réduire drastiquement la consommation de kérosène et les émissions de CO2 associées. Actuellement, les gains en la matière sont estimés entre 15% et 25% d'une génération d'aéronefs à l'autre, et on peut espérer jusqu'à 30% d'amélioration sur les futures générations d'avions. Ces performances sont le produit d'innovations multiples. Par exemple, la motorisation de l'avion est un élément clé. Safran travaille à un nouveau moteur RISE, RISE,
à l'architecture non carénée qui permettrait des gains de consommation de carburant de l'ordre de 20% supplémentaires par rapport à la génération actuelle et serait compatible à 100% avec les SAF. Donc c'est e-fuel, c'est ce fuel écologique contre une compatibilité de 50% actuellement. Autre point d'amélioration, l'aérostructure et la cabine de l'avion peuvent être allégées, en particulier grâce à l'utilisation de matériaux composites. Pour que ces technologies produisent tous leurs effets, encore faut-il que les compagnies aériennes s'en équipent. Elles n'ont pas attendu pour agir, mais il faut accélérer ce renouvellement grâce à des mécanismes incitatifs. C'est pour ça que nous avions déposé des amendements au PLF 2022 afin de créer un mécanisme de suramortissement pour le renouvellement des flottes. Une autre piste intéressante déjà relevée par nos collègues sénateurs dans un rapport d'information est l'introduction de critères environnementaux dans les DSP, les délégations de service public, auxquelles sont soumises certaines liaisons aériennes. Un renouvellement accéléré des flottes pose aussi la question primordiale de la fin de vie des aéronefs. Aujourd'hui, un avion peut être recyclé jusqu'à 90% en moyenne. Il faut inciter à ce recyclage et à l'utilisation par l'industrie aéronautique de composants issus des filières de recyclage des avions. L'utilisation croissante des solutions électriques est un autre vecteur de décarbonation important. À court terme, l'électrification des tarmacs des aéroports permettra de réduire l'impact environnemental de la gestion des opérations au sol. Un projet de règlement européen prévoit l'électrification de tous les points de stationnement des avions d'ici 2030, ce qui permettra aux aéronefs de ne pas utiliser leurs APU, qui sont les moteurs auxiliaires à combustion servant à l'alimentation électrique de l'avion lorsqu'il est au sol. Lorsque les alimentations électriques sont disponibles dans l'aéroport, nous souhaitons que les aéronefs les utilisent obligatoirement. À moyen terme, l'avion électrique constitue une véritable opportunité pour les vols court courrier, puisque le poids des batteries à ce jour ne permet pas d'envisager cette solution pour les plus longues distances. Des entreprises innovantes développent déjà des avions électriques. Un avion slovène a été certifié. En France, des acteurs tels que Aura Aero, Volt Aero ou Avion Mauboussin développent des avions électriques de 2 à 20 places. Ces acteurs innovants doivent être davantage soutenus par des fonds spécialisés, les mécanismes classiques de soutien étant parfois inadaptés à ce type de projet de rupture. L'avion électrique peut devenir un outil essentiel du désenclavement des territoires et un moyen de transport du dernier kilomètre. Il constitue également une opportunité intéressante pour l'aviation générale et les écoles de pilotage, compte tenu de la capacité de ces avions. La décarbonation du secteur aéronautique ne sera pas possible sans une industrie qui demeure à la pointe de ses capacités. Les soutiens publics sont nécessaires et les acteurs du secteur ont unanimement salué le plan de soutien à l'aéronautique mis en place par le gouvernement en mai dernier. Le plan France 2030 sera le nouveau cadre de soutien à l'avion bas carbone qui nécessite un pilotage clair permettant d'embarquer l'ensemble des acteurs. Outre ces dispositifs de soutien, la filière aéronautique possède des qualités intrinsèques lui permettant de maintenir son dynamisme. L'une de ses spécificités est sa double dualité entre les activités civiles et de défense d'une part, et entre les activités aéronautiques et spatiales d'autre part. Cette double dualité lui a permis de résister à la crise en intensifiant ses activités de défense et ses activités spatiales. Plus structurellement, elle permet des transferts de technologies et de compétences. Cette double dualité doit être préservée et nous devons être collectivement particulièrement attentifs aux discussions sur la taxonomie européenne qui menace les industries de défense. La diversification des activités au sein même de la filière pourrait cependant être améliorée. Trop de sous-traitants sont encore dépendants d'un seul programme aéronautique, ce qui est problématique en cas de baisse brutale d'activité. Les entreprises travaillant uniquement sur des avions long courrier sont aujourd'hui particulièrement pénalisées, à l'inverse des entreprises bien diversifiées qui ont mieux résisté à la crise. Cette plus grande diversification doit s'accompagner, sur certains segments d'activité, d'un mouvement de consolidation. Des entreprises du secteur aéronautique sont encore peu différenciées et n'atteignent pas une taille critique, par exemple sur des activités d'usinage. La consolidation leur permettrait de gérer plus facilement les variations de cadence, tout en se protégeant des éventuelles prédations étrangères. Et vous voyez à quel étranger je pense.
Pour maintenir sa compétitivité, la filière aéronautique doit aussi parachever la modernisation de ses procédés de production en entrant résolument dans l'ère digitale. La fabrication 3D permet d'améliorer la conception de pièces les plus délicates. Les jumeaux numériques, qui consistent à créer une version digitale d'un aéronef ou d'un procédé de production, facilitent la maintenance prédictive et l'optimisation de l'ensemble de la chaîne de production. Les plus grandes entreprises de la filière sont déjà bien investies sur ces sujets. On peut citer l'exemple de l'usine Stelia à Méholt, dans la Somme, que nous connaissons bien. Mais elles doivent entraîner les plus petites dans leur sillage. Les grands donneurs d'ordre agissent déjà en ce sens et ont fondé Boost Aerospace, un outil qui facilite et sécurise les échanges entre les entreprises grâce à la digitalisation. Cette transition réussie de notre industrie aéronautique vers l'usine du futur ne sera pas complète sans une évolution des compétences et le maintien d'attractivité de la filière. Nous exprimons une certaine inquiétude sur les recrutements dans la branche. Les entreprises que nous avons auditionnées nous ont confirmé qu'il existait des difficultés de recrutement pour les métiers de la maintenance et de la production. Les formations techniques spécialisées en aéronautique, CFA, lycée technique, n'attirent pas assez et ne sont probablement pas assez connues des jeunes, particulièrement des jeunes filles, et de leurs parents. À l'inverse, les grandes écoles françaises spécialisées, l'ENAC et l'ISA Supaéro, n'ont pas constaté de baisse des candidatures et leurs élèves s'insèrent toujours majoritairement dans le secteur aérospatial et de défense. C'est une bonne nouvelle et la systématisation des enseignements sur les conséquences environnementales du transport aérien dans leur formation permettra d'assurer que l'on n'oppose pas progrès et environnement. Avant de laisser la parole à ma collègue Sylvia Pinel, je souhaiterais, en guise de conclusion, formuler une remarque. Il est fondamental que les secteurs aéronautique et aérien communiquent davantage sur leurs efforts de décarbonation, souvent mal connus du grand public. Ils illustrent le savoir-faire de toute une filière et doivent être promus avec fierté. Et je pense que... Soit il me manque une page. C'est terminé, monsieur Laglaise? Oui. C'est terminé. Votre micro, s'il vous plaît. Merci. Madame la rapporteure. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. À mon tour, je souhaite rappeler notre attachement à la filière aéronautique française, qui est sans aucun doute un moteur central de notre économie, ainsi qu'un vecteur essentiel de paix et d'ouverture. Et comme l'a fait mon collègue co-rapporteur, d'abord je veux le remercier pour le binôme que nous avons pu être pendant tous ces mois de travail qui ont été particulièrement intéressants. Il est vrai que nous avions l'habitude d'échanger sur d'autres thèmes, notamment la politique foncière ou la politique du logement, mais là nous avons aussi convergé sur la situation de la filière aéronautique. Je veux à mon tour remercier Aude Ménoré, notre administratrice, pour son dévouement, sa disponibilité et sa compétence tout au long de ces longs mois de travail. Et lui dire que ça a été un vrai plaisir que de travailler tous ensemble. Et puis je veux bien sûr remercier nos équipes, Jean-Luc, qui ont été aussi de précieux atouts pour nous permettre d'organiser cette mission au mieux. Moi, je suis, comme Jean-Luc, convaincu qu'il nous faut valoriser les atouts de la filière aéronautique sur la scène européenne et internationale. Et 2 échéances cruciales auront lieu en 2022. En ce sens, c'est la raison pour laquelle ce rapport tombe aussi à point nommé. Au premier semestre, la présidence française de l'Union européenne doit être l'occasion de montrer le volontarisme français pour accélérer la décarbonation du secteur aéronautique. Puis, à l'automne 2022, se tiendra la 41e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, dite OACI. La France et l'Union européenne devront alors encourager l'adoption d'objectifs contraignants de décarbonation au niveau international, seul moyen pour éviter les distorsions de concurrence et les mécanismes de fuite de carbone. Comme cela a déjà été évoqué, le secteur aéronautique tente pour l'instant de traverser tant bien que mal la pandémie. Les compagnies aériennes doivent supporter la baisse contrainte de la demande. Au niveau mondial, elles avaient subi début 2021 des pertes considérables de l'ordre de 370 milliards de dollars. Les aéroports avaient quant à eux subi 115 milliards de dollars de pertes. Une vigilance constante doit être maintenue sur leur situation financière.
Pour réduire son impact sur le réchauffement climatique, le transport aérien doit par ailleurs se préparer à de nouvelles réglementations environnementales prévues dans le paquet législatif européen Fit for 55. Rappelons que l'aérien est à ce jour le seul mode de transport soumis au système de quotas carbone. Ce paquet européen prévoit la fin progressive de l'allocation de quotas gratuits, mais aussi la fourniture d'électricité aux aéronefs en stationnement, précédemment évoqués, ou encore des mandats d'incorporation obligatoires de carburants d'aviation durable. En parallèle, les efforts de recherche sur les conséquences environnementales du transport aérien doivent être maintenus afin que l'industrie aéronautique mette en œuvre des solutions de décarbonation les plus efficaces possibles. L'excellente collaboration entre recherche et industrie aéronautique, au travers d'organes tels que le CORAC ou l'ONERA, permet de progresser vers la mise en place de solutions opérationnelles. Aujourd'hui, il faut porter une attention particulière aux effets non CO2 du transport aérien. Ils sont encore mal connus et pourraient multiplier par 2 ou 3 l'impact climatique du CO2. La recherche est d'ailleurs une autre illustration de la forte compétitivité à l'œuvre au sein de la filière aérospatiale. La France est l'un des pays en pointe, mais d'autres pays aspirent à prendre ce leadership. Par exemple, l'Allemagne, avec son centre de formation en matière spatiale, un département aérospace de l'Université technique de Munich, dit DLR. Le PDG de l'ONERA assure la vice-présidence de l'IFAR, ce réseau international de recherche en aviation, durant 2 ans, ce qui permettra de faire valoir au mieux l'excellence de la R&D aéronautique française. Au-delà de cette concurrence qui irrigue le secteur, les bénéfices du transport aérien ne sont plus à démontrer. On l'oublie trop souvent, l'avion est un vecteur diplomatique majeur. Il permet d'accéder à des zones de conflit, de mener des opérations humanitaires. Les évacuations depuis l'Afghanistan fin août 2021 le rappellent. Et je veux aussi souligner l'importance des transferts sanitaires durant la crise et l'épidémie, où de nombreux transferts ont eu lieu. Mais au-delà de la pandémie et de la crise sanitaire, Air France effectue en moyenne 1300 rapatriements sanitaires par an. De plus, le transport aérien est vecteur de désenclavement des territoires, ce qui est un point important pour la Corse et nos outre-mer. L'utilité de l'avion doit inciter à des améliorations technologiques ambitieuses pour maîtriser son impact environnemental. En complément des leviers de décarbonation présentés par Jean-Luc Laglaise, j'en évoquerai 3 autres. L'utilisation de carburants d'aviation durable et l'optimisation des trajectoires en vol, qui sont des solutions de court terme, puis l'avion à hydrogène, solution à moyen terme. Les carburants d'aviation durable, plus communément appelés SAF, sont des technologies immédiatement utilisables en l'état. Ils peuvent être directement mélangés au kérosène. Les SAF permettraient de réduire les émissions de près de 80% par rapport au kérosène. C'est une ressource majeure de décarbonation du secteur et la seule disponible pour les vols long courriers. Les SAF peuvent être produits soit à partir de biomasse, soit sous forme synthétique grâce à de l'hydrogène. Les carburants synthétiques sont particulièrement intéressants car ils ne sont pas soumis à la contrainte de la disponibilité des matières premières, mais leur production n'est pas encore mature à ce stade. L'utilisation des SAF est aujourd'hui insuffisante. Alors que les dernières générations de moteurs permettent d'incorporer jusqu'à 50% de SAF, ils représentent seulement 0,1% des carburants utilisés pour l'aviation dans le monde en 2018. Cette faible utilisation s'explique par une production et une structuration de la filière insuffisante. Nous avons déposé plusieurs amendements en soutien à la filière lors de l'examen du PLF, en proposant des moyens budgétaires supplémentaires et un crédit d'impôt pour les compagnies aériennes achetant des biocarburants durables provenant de projets industriels français. Le soutien politique aux carburants durables doit être renforcé. Les États-Unis ont mis en place un dispositif de soutien particulièrement volontariste, particulièrement ambitieux, sous la forme de mécanismes d'incitation. L'Union européenne ne doit pas se laisser distancer. L'augmentation de la demande permettra de stimuler l'offre. C'est le sens du projet de règlement européen qui prévoit des mandats obligatoires d'incorporation de SAF pour les vols au départ de l'Union européenne. Ces objectifs pourraient être rehaussés pour stimuler davantage la filière en visant une incorporation de 10% de SAF dès 2030, au lieu des 5% actuellement prévus.
Mais c'est surtout au niveau de l'OACI qu'il faudra définir de telles obligations d'incorporation pour éviter toute pratique menant à des fuites de carbone. L'utilisation du carburant est un point central de la réduction des émissions de CO2. Une meilleure optimisation des routes aériennes participe pleinement de cet effort. Certaines solutions méritent d'être systématisées dès à présent, en particulier les approches en descente continue lors de l'atterrissage, qui ont un impact évidemment en termes de consommation de CO2, mais aussi en matière de nuisances sonores. Les pratiques d'éco-pilotage doivent être encouragées et le récent déploiement des routes libres sur la moitié de l'espace aérien français y participe. L'utilisation de l'hydrogène pour propulser les avions est quant à elle une solution de moyen terme, complémentaire à l'avion électrique. La combustion de l'hydrogène relargue essentiellement de la vapeur d'eau, ce qui en fait donc un carburant particulièrement propre. Ces propriétés permettraient de l'utiliser sur des vols courts et moyens courriers. Certains obstacles techniques restent encore à lever. L'hydrogène est 4 fois plus volumineux que le kérosène, ce qui nécessite son stockage sous forme liquide dans des réservoirs cryogéniques. Cela pourrait conduire à modifier la forme de l'avion, un fuselage de type aile volante s'avérant a priori particulièrement adapté. Se pose également la question, comme pour les SAF, de la production massive d'hydrogène décarboné. Sa distribution est aussi un enjeu majeur, car l'utilisation de l'hydrogène à bord des avions nécessite une adaptation importante des infrastructures aéroportuaires. Les aéroports devraient ainsi se transformer en de véritables hubs à hydrogène. L'Union européenne est très impliquée sur ces sujets. Elle doit, là encore, pousser la technologie hydrogène à l'OACI afin que le cadre de certification idoine soit rapidement déployé. Pour s'investir pleinement sur ces enjeux, l'industrie aéronautique doit se relever complètement des conséquences de la crise sanitaire. En complément du plan de soutien national, les régions constituent des soutiens décisifs pour les PME et les ETI. La place des régions dans la définition des orientations stratégiques de la filière mérite d'être renforcée. Le lancement d'Aérorégion en Occitanie en novembre 2021 est un signal positif. Sur les soutiens aux plus petites entreprises de la filière, 2 points nécessitent une vigilance particulière. Premièrement, la fin des aides conjoncturelles inquiète le secteur, qui se caractérise par des cycles de long terme avec des retours sur investissement qui peuvent être tardifs. Afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires, il est important que l'allongement de la durée d'amortissement des prêts garantis par l'État de 6 à 10 ans, qui vient tout juste d'être annoncé par le gouvernement, puisse bénéficier aux TPE de la filière aéronautique fragilisée par la crise. Deuxièmement, il faut veiller à ce que les fonds de soutien nationaux, en particulier ceux du CORAC, irriguent bien l'ensemble de la filière. La création d'une plateforme de suivi pour l'attribution de ces fonds, à l'instar de ce qui existe pour le suivi des subventions allouées par le Fonds de modernisation, permettrait d'assurer la transparence nécessaire. Sur tous ces sujets, la solidarité de la filière aéronautique doit continuer à jouer son rôle. Celle-ci bénéficie d'une très bonne structuration, de relations entre donneurs d'ordre et sous-traitants plutôt satisfaisantes. C'est un atout fondamental. Cette solidarité a grandement limité les défaillances d'entreprises durant la crise sanitaire. Ces qualités de la filière aéronautique doivent aussi irriguer l'emploi et les compétences. La filière sera d'autant plus forte qu'elle recrutera des talents diversifiés. La parité femmes-hommes est pourtant encore loin d'être atteinte. Il faut également désacraliser les formations les plus qualifiantes pour les jeunes issus de milieux défavorisés. Les grandes écoles multiplient les initiatives pour favoriser cette diversité, avec une cordée de la réussite très active à l'ISAE Supaéro ou encore l'existence d'une prépa dédiée à l'ENAC. Plus largement, il faut sensibiliser au métier de l'aéronautique dès le plus jeune âge. Les chefs d'entreprise doivent aller dans les écoles, les collèges pour montrer la variété des parcours existants au sein de la filière. Il est également essentiel de maintenir l'employabilité des salariés en renforçant la formation continue. L'arrivée des nouvelles technologies de décarbonation va nécessiter de nouvelles compétences, je pense notamment à l'hydrogène. Pour conclure, je rappellerai que la France est quasiment le seul pays à posséder les compétences nécessaires pour fabriquer un avion de A à Z. C'est un avantage compétitif certain qui doit inciter à soutenir ce secteur aéronautique et en faire le leader de l'aviation de demain. Merci à tous les deux pour ces présentations synthétiques et complètes qui illustrent bien l'ampleur du travail effectué avec de nombreuses auditions, de nombreuses contributions écrites, et vous le verrez dans le rapport, 43 propositions concrètes. Avant de donner la parole
aux différents orateurs qui sont en train de s'inscrire. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette audition, à 11h30, nous poursuivrons nos travaux avec l'audition suivie d'un vote de M. Benoît Cœuré, que le président de la République envisage de nommer aux fonctions de président de l'autorité de la concurrence. Donc on aura, je pense, terminé d'ici là, mais retenez bien ça à votre agenda. Donc j'ai inscrit comme orateur groupe à ce stade Michael Nogal, Fabien Di Filippo, Michel Crouzet, Marie-Noël Battistel, Antoine Hert, Olivier Falorni, Bénédicte Taurine, et en orateur supplémentaire Jacqueline Maquet, Jean-Pierre Vigier, Delphine Bateau et Cédric Villani. La parole est à Michael Nogal pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur. Ravi de vous retrouver aussi dans ces nouvelles fonctions de rapporteur sur l'aéronautique. On a l'habitude de travailler tous les trois sur les sujets relatifs au logement avec beaucoup d'autres collègues. Je veux d'abord saluer la qualité de vos travaux. Vous avez mené des dizaines d'auditions, vous avez travaillé pendant plusieurs mois. Ça se ressent dans le rapport avec toutes ces propositions que je trouve très pragmatiques. Je vais revenir, j'aurai un certain nombre de questions tout à l'heure, mais d'abord vraiment saluer la qualité de votre travail. C'est un travail aussi de terrain. Je sais que vous avez fait beaucoup de déplacements et que vous avez consulté très largement. Quand je vous écoute et quand je regarde aujourd'hui la filière aéronautique, il y a deux mots qui me viennent en tête. C'est d'abord excellence et innovation. Vous y êtes revenu. Vous avez aussi, grâce à votre rapport, rétabli certaines vérités dans un contexte où on assiste parfois de l'aérobashing, que ce soit vis-à-vis des constructeurs, que ce soit vis-à-vis des compagnies aériennes, et de l'impact global de l'aéronautique sur les émissions de gaz à effet de serre. On avait eu de nombreux débats, notamment dans le cadre de la loi climat et résilience. On rappellera simplement que l'aéronautique pèse pour moins de 3% des émissions de CO2, quand le secteur du bâtiment, que vous connaissez parfaitement, pèse pour 25% des émissions de CO2 dans notre pays. Et donc il faut aussi à la fois associer l'ensemble des acteurs. Et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur et madame la rapporteure, l'industrie aéronautique n'a pas attendu 2021 ou 2022 pour faire des efforts. C'est une industrie qui innove de manière permanente et depuis 30 ans, elle s'est questionnée sur son propre impact environnemental. Vous avez évoqué notamment certaines pistes que j'énumère pour ensuite pouvoir vous poser quelques questions. Le renouvellement des flottes et le développement de la filière de recyclage. Première question, comment vous pensez concilier à la fois avec les activités de MRO, de maintien en condition opérationnelle, donc de maintenance, les avions, avec cette proposition de renouvellement des flottes? Le maintien, la maintenance fait partie d'une des activités majeures de ce secteur et du modèle économique de nombreux d'acteurs. Donc comment on concilie les deux? Vous avez évoqué l'optimisation du trafic aérien et des opérations au sol avec l'électrification des opérations au sol, la mise en place des SAF, les Sustainable Aviation Fuel, qui sont pour moi à court et moyen terme, et même à long terme en réalité, une des possibilités de décarboner durablement l'aéronautique. Vous avez parlé de l'hydrogène, de l'électrique. Une autre question, comment on va pouvoir gérer la question de la disponibilité des ressources. Je pense notamment à l'hydrogène. L'automobile est très demandeur, le ferroviaire est très demandeur aussi, l'aéronautique va l'être encore plus. Donc comment on gère comment on gère la disponibilité des ressources? Monsieur le Président, j'ai encore une minute. En fait, c'est 2 minutes, mais je ne l'avais pas précisé. Ah, pardon. Donc, je pensais que j'avais 4 minutes. Je vais faire court avec mes questions, Monsieur le Président. Vous évoquez dans une de vos propositions la mise en place d'un critère environnemental dans les DSP sur les liaisons régionales. On a des atouts français comme ATR qui sont en capacité de proposer des aéronefs sur ces DSP régionales. Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire plus. Et enfin, l'égalité femmes-hommes, qui est un sujet qui me tient à cœur aussi, savoir si vous avez des données sur la mise en œuvre de l'index de l'égalité dans cette industrie. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Fabien Di Filippo. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour de remercier les rapporteurs pour leur travail et leur exposé. Il y a toujours une certaine schizophrénie qui est un peu
qui nous perturbe quand on évoque le transport aérien, parce que d'un autre côté, on sait le poids que ça représente dans l'économie française et les champions nationaux dont le pays bénéficie. Et puis d'un autre côté, il y a ces contraintes environnementales qu'on pousse de plus en plus et qui ont dans un sens la dénonciation de tout ce qui touche à l'aéronautique. Moi, je voulais soulever 3 points. Le premier, des points d'alerte sont très importants du point de vue de la compétitivité de ce secteur, c'est lié à notre économie en général, avec un déficit commercial jamais vu. En 2021, on approche les 80 milliards d'euros, déficit diamétralement opposé à l'excédent de notre voisin allemand. Et même les secteurs, comme vous l'avez dit, qui exportent, comme l'aéronautique, et qui permettent encore de limiter les dégâts, voient leurs excédents petit à petit baisser. Donc du point de vue de leur compétitivité, ça nous interroge. Et d'un autre côté, vous l'avez dit, une baisse du trafic aérien, violemment pendant la crise, mais aussi qu'on peut anticiper, voire se poursuivre avec l'arrêt progressif de certains vols intérieurs. Et donc ça m'interroge. Ça m'interroge sur la compétitivité de ce secteur qui est important pour notre économie. Ça m'interroge sur sa fragilité en termes de capital et les prédations venant de l'étranger dont il pourrait être l'objet, et la manière dont on peut se prémunir de ces 2 aléas. Deuxième question, elle concerne la transformation des modèles énergétiques. Comment ces projets seront accompagnés au-delà des contraintes réglementaires et administratives posées par l'État, le gouvernement actuel sur les émissions de CO2. Et troisièmement, beaucoup de menaces pèsent sur des aéroports régionaux. Et ça pose des questions quant à l'enclavement de nos territoires. On a des mouvements de métropolisation qui sont très très forts. L'avion, dans certains endroits pas desservi par la route, ou le train, pose un certain nombre de questions. Et je pense que pour des raisons d'aménagement du territoire, de démétropolisation, eh bien, il faut qu'on soit aussi au rendez-vous sur ces sujets. Merci. Merci. Michel Crouzet pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté, je salue le travail conséquent, utile et pertinent que vous avez présenté aujourd'hui. Votre rapport commence par l'importance économique cruciale que représente l'aéronautique en France, en dépit de critiques qui sont elles-mêmes davantage d'ordre économique qu'écologique. J'en profite pour préciser que nous pouvons être fiers collectivement des succès de notre fleuron Airbus, qui a accumulé des bonnes nouvelles en 2021. Les performances environnementales entrent en ligne de compte dans les commandes. Le rapport de l'aéronautique à l'écologie est d'ailleurs amplement abordé dans la deuxième partie du texte. C'est là-dessus que je souhaite m'attarder. Vous dressez un portrait complet des pistes existantes en matière de décarbonation. Vous préconisez par exemple d'intensifier nos efforts de recherche relatifs à l'avion électrique ou à l'avion à hydrogène. Ces technologies d'avenir sont indubitablement un axe stratégique pour la France et l'Europe, et nous ne pourrons pas nous en passer. À plus court terme, votre rapport invite au renouvellement des flottes au profit d'aéronefs disposant des meilleures performances environnementales, ainsi qu'à l'utilisation des carburants dits durables. Le point suivant a particulièrement retenu notre attention. Vous évoquez l'optimisation de la gestion du trafic aérien et des opérations au sol, qui permettrait à elle seule de réduire de 6% les émissions de CO2 du secteur aérien européen. Certaines sont immédiatement déployables. La France a établi d'ailleurs un schéma directeur en ce sens et plusieurs dispositions réglementaires ont été instaurées au niveau européen. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur ces points ? Et pouvez-vous aussi exposer à la Commission les blocages qui font que ces solutions pétries de bon sens ne sont pas encore mises en place ? Par ailleurs, les procédures de descente continue consistant pour un aéronef à descendre de manière régulière plutôt que d'effectuer des paliers sonores et polluants sont-elles difficiles à mettre en place et comment les imposer efficacement ? Aussi, comment imposer de manière tout aussi efficace une électrification plus propre des tarmacs ? Ces éléments semblent constituer une urgence dans notre stratégie de décarbonation de l'aéronautique. Je vous remercie. Merci. Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste. Le président, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur, je souhaite également au nom de mon groupe vous remercier pour la qualité du travail que vous avez réalisé, la densité du rapport que vous nous présentez ce matin, qui est effectivement très complet. En effet, vous avez abordé le sujet sous des angles très divers, qu'il s'agisse du tourisme, de la formation, de l'environnement ou de la production industrielle, ce qui nous permet d'avoir une approche globale du secteur. Comme le temps est limité, je souhaite insister simplement sur quelques points. Nous le voyons de plus en plus, les étudiants, quel que soit leur niveau d'études, mais en particulier ceux des grandes écoles ou des filières sélectives, souhaitent trouver du sens dans leur engagement dans les métiers.
En cela, il me semble que les enjeux posés à la filière aéronautique en termes d'impact écologique, avec les défis technologiques que cette transition suppose, peut être à la fois une source de rejet pour ceux qui verraient le transport aérien comme inadapté à l'époque, et d'attraction pour ceux qui veulent participer à relever ces défis. Alors, que recommandez-vous pour orienter autant que possible nos jeunes vers l'ensemble des métiers de la filière aéronautique ? Vous évoquez également dans votre rapport l'intérêt de la filière avion électrique sur les courts trajets, notamment à l'intérieur de l'Hexagone, trajets que nous avons d'ailleurs en partie réduit le potentiel dans notre droit depuis 2 ans. Cependant, si la France porte une ambition forte sur les mobilités lourdes utilisant l'hydrogène, le même effort sur l'électrification de l'aviation ne semble pas se dessiner. Donc il faudra probablement un mix des deux pour assurer une transition écologique réelle du secteur. Que suggérez-vous pour favoriser le développement de l'électrification ? Enfin, sur la dimension industrielle, le renouvellement des flottes avec des avions moins consommateurs de carburant et plus polyvalents est un enjeu majeur pour les constructeurs. Airbus semble avoir pris une longueur d'avance grâce à sa gamme A320, A321, dont le succès commercial ne se dément pas. Pour autant, la vente d'avions revêt également une dimension diplomatique et nous voyons encore trop de compagnies européennes regarder plutôt du côté de Seattle pour le renouvellement de leur flotte quand les Américains ne s'aventurent que rarement du côté de Toulouse, exception faite de l'A321 XLR dont les performances le rendent indispensable. Alors comment, selon vous, la France peut accompagner Airbus dans le gain de nouveaux marchés en Europe et au-delà ? Je vous remercie. Merci. Antoine Herth pour le groupe Agir Ensemble. Merci Monsieur le Président. À mon tour, je voudrais féliciter les deux rapporteurs pour ce travail fouillé sur un sujet technique, une sorte de photo haute résolution sur un secteur d'activité qui a été fortement impacté par la crise sanitaire. J'avais moi-même effleuré la question dans le cadre de mon rapport sur le commerce extérieur. Donc merci pour ce travail qui démontre à la fois une haute conscience professionnelle, doublée d'une passion pour le sujet, j'imagine. Alors, je n'ai pas tout compris, en revanche. Je n'ai pas compris le concept de déclin opérationnel de la modernisation des procédés de production. Je pensais que vous annonciez une catastrophe et en fait, en lisant le texte, c'était plutôt du progrès. Donc, il faudra me réexpliquer ce concept. J'ai également retenu la notion de jumeaux numériques, une sorte de « en même temps », qui pourrait peut-être nous être utile en tant que député lors de la prochaine campagne électorale pour tutoyer le don d'ubiquité. Plus sérieusement, sur la question des carburants d'aviation biosourcés, SAF, j'ai 2 questions que je voudrais vous poser. Vous dites que le secteur a du mal à se structurer. Pourtant, nous avons à la fois en France des pétroliers et puis aussi des groupes agroalimentaires comme le groupe Avry qui sont en mesure d'avancer sur ce sujet. Quels sont les points de blocage ? Hier, lors de l'audition du commissaire M. Breton, a été soulevée la question de l'homologation de ces carburants par une de nos collègues qui semblerait être sous le monopole des États-Unis. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus ? Est-ce que ça a été évoqué dans vos auditions ? Vous soulignez la bonne structuration de l'industrie. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que le Brexit a impacté les relations entre les fournisseurs de composantes dans le domaine aéronautique ? Et enfin, dernière question, peut-être petit angle mort de votre rapport, le benchmark européen. J'ai bien entendu Madame Pinel dire que les Allemands préparent une filière de formation à Munich. Vous concluez en disant que la France est capable de fabriquer un avion de A à Z. Ma question est, est-ce que nous avons intérêt à fabriquer un avion de A à Z ? Est-ce que nous ne sommes pas plus forts en nous inscrivant dans un projet de coopération européenne ? Merci. Olivier Falorni pour le groupe Liberté et Territoires. Merci Monsieur le Président. Écoutez, je veux tout d'abord vraiment saluer chaleureusement le travail remarquable qui a été fait par nos 2 rapporteurs, Sylvia Pinel et Jean-Luc Laglaise. C'est un rapport important pour la question du secteur aéronautique en France. Ce qu'on constate, c'est qu'à l'heure où le secteur aérien est profondément bouleversé par la crise sanitaire, que sous le feu des critiques en raison de son impact environnemental, il était de bon ton de mener une réflexion approfondie sur son avenir.
Concernant son empreinte écologique, justement, je partage avec vous la conviction que le progrès technologique et les capacités d'innovation de la filière aéronautique permettront d'accélérer la transition du secteur vers une aviation décarbonée. L'hydrogène est souvent présenté comme la solution d'avenir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, première question, croyez-vous que l'aviation hydrogène est un scénario crédible ? Par ailleurs, il existe selon vous plusieurs obstacles techniques à surmonter avant qu'on ne voit décoller les premiers avions fonctionnant à l'hydrogène. Alors, lesquels sont-ils et comment pourrait-on espérer voir voler les premiers avions fonctionnant avec ce carburant ? Vous relevez par ailleurs que l'hydrogène ne pourra a priori pas être déployé à court terme ni sur des vols de long courrier. Vous insistez donc sur la nécessité de poursuivre les investissements dans des carburants d'aviation durable, dits SAF. À ce titre, les biocarburants ont un rôle important à jouer. Force est de constater toutefois que ceux-ci sont disponibles en quantité insuffisante pour répondre à l'ambition de la filière aérienne. Alors, comment expliquer le déficit actuel de structuration de la filière des biocarburants ? Quels sont les leviers à actionner selon vous pour inciter au développement des biocarburants en France ? Et y a-t-il à l'heure actuelle un risque de concurrence entre les biocarburants et les cultures alimentaires ou les terres arables ou boisées ? Enfin, vous appelez à maintenir la vigilance à l'égard du secteur en cette période de sortie de crise. Quand peut-on espérer un retour à la normale de l'activité aéronautique ? Des dispositifs d'accompagnement additionnels à ceux prévus pendant la crise sont-ils nécessaires pour aider les entreprises, notamment les PME et les ETI, pour les aider donc à redémarrer ? Merci. Merci. Bénédicte Taurine, pour le groupe France Insoumise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je salue aussi, moi aussi, la qualité de votre travail. En raison de la pandémie en 2020, le secteur de l'aéronautique a subi une baisse de 30% de son chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et cette tendance, elle s'est répercutée sur l'activité de l'ensemble de la chaîne de sous-traitants, puisque cette dernière, elle dépend entièrement des résultats économiques des donneurs d'ordre. Or, vous l'avez dit, cette filière a un recours extrêmement important à la sous-traitance et malheureusement, de mauvaises pratiques persistent et fragilisent ces entreprises, notamment par exemple par des relations commerciales déséquilibrées, parfois par des ruptures de ces relations commerciales ou non-respect de commandes. Donc ces pressions qui sont exercées tout au long de la relation contractuelle peuvent parfois menacer la viabilité économique des sous-traitants. Et bien que disposant de savoir-faire technologique essentiel aux donneurs d'ordre, de mon point de vue, ces sous-traitants ne participent pas suffisamment à la stratégie de long terme pour la filière de l'aéronautique. Donc ma question c'est, est-ce que vous pensez possible de construire un véritable partenariat entre donneurs d'ordre et sous-traitants sans en passer par une loi. Et je pense ici à la proposition qui a été rédigée par les salariés de GMS, donc salariés sous-traitants du secteur automobile, qui au vu des relations, on va dire simplement compliquées, avec les donneurs d'ordre, les ont conduits à rédiger cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. J'ai donc Madame Maquet, Monsieur Vigier, Madame Bateau, Monsieur Villani. Je pense que j'ai tout le monde. Madame Bateau. Madame Maquet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je vous remercie pour la réalisation de ce rapport d'information sur l'avenir du secteur aéronautique français, très détaillé et riche. Lors de ma lecture, j'ai été particulièrement attentive à la question de la décarbonisation du secteur aéronautique, défi de taille auquel la filière doit faire face pour répondre aux enjeux climatiques actuels et à venir. En effet, à la lecture de votre rapport, on apprend que les émissions de CO2 de la filière aéronautique sont en baisse de 38% sont en hausse de 38%, c'était trop beau, depuis 1990 selon le Haut Conseil du climat, et qu'elles pourraient être multipliées par 2 voire 4 d'ici 2050. On y apprend par ailleurs que le trafic aérien zéro émission nette est possible, réalisable d'ici 2050. Plusieurs propositions sont mises en évidence dans votre rapport pour encourager le développement de technologies aéronautiques propres, maintien des efforts de recherche sur les carburants d'aviation durable, développement de l'avion électrique ou hydrogène, intensification des financements à destination des industriels et compagnies aériennes en vue d'investir dans des technologies propres.
Vous mettez également en évidence la nécessité de développer une réflexion sur le cycle de métaux de matériaux utilisés, aéronefs exemple, et de respecter des critères stricts sur l'origine de la biomasse et de l'hydrogène. Parmi ces propositions, quelles sont, selon vous, les meilleures politiques que l'on peut rapidement mettre en œuvre pour entamer la décarbonation du secteur aérien et quels moyens budgétaires cela nécessite-t-il d'après vous? Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Vigier. Merci Monsieur le Président. Et Madame et Monsieur les rapporteurs, félicitations pour la qualité de votre travail très précis. Confronté à une multiplicité des enjeux, réponse de la crise actuelle, vous l'avez dit, réchauffement climatique, décarbonation, compétitivité et surtout innovation, le secteur de l'aéronautique doit impérativement être soutenu par les pouvoirs publics à travers notamment, et vous l'avez précisé, des solutions technologiques durables. Dans cette perspective, et je tiens à souligner que si certaines adaptations doivent être apportées, la période actuelle ne doit pas servir de prétexte pour diminuer l'offre nationale aérienne, notamment, et ça a été dit par plusieurs collaborateurs et collègues, concerne les liaisons entre le Puy et les territoires ruraux. Je prends l'exemple des lignes que vous connaissez certainement, Clermont-Ferrand-Paris et le Puy-Paris, qui sont importantes pour les habitants et les entreprises, mais surtout et surtout pour le désenclavement de ces territoires, d'autant plus que des alternatives ferroviaires directes sont soit insuffisantes, soit inexistantes. Aussi, je voudrais avoir votre avis sur l'avenir de ces lignes et surtout comment les soutenir dans la durée. Je vous remercie. Merci Delphine Batho. Oui, merci Monsieur le Président. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de refaire en partie les débats de la loi climat sur l'industrie aéronautique et le secteur aérien, avec effectivement une vulnérabilité française particulière liée à l'importance qu'a cette industrie dans notre tissu économique. La première remarque que je voudrais faire par rapport au rapport, c'est qu'il faut aborder l'empreinte écologique de l'aviation et du trafic aérien d'un point de vue scientifique, ce qui n'est pas le cas dans le rapport, puisque les émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien, ce n'est pas 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre, c'est en réalité 8 à 10%, puisqu'il faut tenir compte du forçage radiatif. Les émissions de gaz à effet de serre de l'aérien ont augmenté de 5% par an. Le trafic double tous les 10 ans. Je parle évidemment avant la pandémie. En France, il a augmenté de 25% depuis 2000 et il augmentait de 4% par an depuis 10 ans avant la pandémie. C'est le moyen de transport le plus polluant. L'avion émet au moins 80 fois plus de CO2 que le train, comme c'est écrit sur tous les TGV de France dans le cadre de la campagne de communication de la SNCF. Et donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on soit lucide sur le constat en le basant sur les données scientifiques. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une urgence climatique absolue et que ce qui compte, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre entre maintenant et 2030. Pour après 2030, on peut miser sur la recherche et développement et sur de nouveaux progrès technologiques potentiels. Mais aujourd'hui, dans le débat public, il joue en quelque sorte aussi un rôle de bluff pour éviter ce que nous avons à faire tout de suite et qui implique une réduction volontaire du trafic aérien, qui est le principal levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'aveuglement n'est pas une option, y compris d'un point de vue économique, d'un point de vue industriel. C'est une filière dans laquelle il y a extrêmement de compétences de pointe. C'est une filière hautement qualifiée, dont nous devons aussi organiser l'avenir par des stratégies de diversification et de redéploiement. Je crains que ce rapport s'inscrive dans une vision autre, qui est de poursuivre la croissance du trafic aérien. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'OACI prévoit simplement le plafonnement des émissions et non pas leur réduction, que les scénarios sur lesquels se base l'industrie aéronautique elle-même sont des scénarios de neutraliser la hausse des émissions et non pas de les réduire. Or, ce qu'il faut faire, c'est malheureusement les réduire. C'est une réalité implacable. Merci. Et pour terminer, Cédric Villani. Merci Monsieur le Président. Félicitations à nos collègues Laglaise et Pinel pour leur travail fouillé sur la filière aéronautique.
Vous l'avez dit, vous êtes convaincu que c'est le progrès technologique et les capacités d'innovation qui permettront d'accélérer la transition du secteur vers une aviation décarbonée. Conviction respectable, mais aujourd'hui, les ordres de grandeur et le rythme de l'innovation ne plaident pas en sa faveur. À ce jour, et avec les technologies dont nous disposons dans un futur proche, le seul levier qui garantit rigoureusement la décarbonation du secteur, c'est la forte réduction de la quantité de voyages. Dire cela, c'est juste constater l'état de la science et les ordres de grandeur. François-Marie Bréon, physicien, climatologue et contributeur du GIEC, le disait plus radicalement devant notre Assemblée en 2019. On ne devrait même pas se poser la question, disait-il. Il est évident que dans une France qui aura divisé ses émissions de gaz à effet de serre par 4, il n'y aura plus d'avions. On ne peut pas y arriver si on conserve le secteur aérien. Rappelons pour expliquer cette parole les ordres de grandeur. Prenez la quantité de gaz à effet de serre absorbable par l'environnement annuellement, rapportez-la à la population mondiale, vous trouvez que pour chaque individu, on peut se permettre environ 2 tonnes équivalent CO2 par an. C'est pourquoi l'association Inventons nos vies bas carbone propose un jeu pour mettre sur pied une vie à 2 tonnes par an, exercice incroyablement profitable que l'école HEC propose fort opportunément à tous ses élèves. Or, considérez maintenant le coût CO2 d'un aller-retour Paris-New York en avion. Prenant en compte les traînées de condensation et cirrus induits, vous trouvez environ 2 tonnes par an. Avec les technologies actuelles, ce simple aller-retour épuise d'un coup tout votre budget carbone annuel. Certes, il existe des technologies prometteuses, vous en avez cité, il y en a d'autres encore. À l'ETH de Zurich, j'ai été passionné par les expériences de production de méthanol sans plantation, par captation directe de lumière et du carbone de l'air. Les rendements de cette technologie ont grimpé en flèche ces dernières années, les applications aéronautiques sont réelles, mais cela ne sera mature que dans plusieurs décennies. Face à toutes ces contraintes et objectifs de sauver le climat et la planète, votre enfant de 10 ans trouvera la solution de bon sens. En attendant que les technologies vertueuses puissent se déployer, réduisons la voilure, il en va de notre survie. Merci. Madame, monsieur les rapporteurs, je vous laisse vous organiser pour traverser... Je propose de prendre la parole pour faire une première série de réponses et ma collègue Sylvia Pinel va compléter. Pour répondre à Michael Nogal, effectivement, l'aviation fait preuve en tout cas subit de l'aérobashing, et un certain nombre de collègues l'ont prouvé ici. C'est vrai que quand on prend comme postulat il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, on ne peut qu'être d'accord. Mais quand on supprime la moitié de ce postulat, il faut réduire le transport aérien, on n'est que sur un aspect du sujet, et donc on ne peut pas s'en satisfaire. Vous parliez effectivement du renouvellement des flottes et de la maintenance de la MCO, et en disant est-ce que le fait de renouveler beaucoup plus fréquemment les flottes ne va pas amputer la notion de maintenance? A priori non, puisqu'il y aura toujours de la maintenance, quel que soit l'avion qui arrive, et il y aura de nouvelles maintenances. Parce que l'avion sera beaucoup plus digitalisé, parce qu'il y aura des formes totalement différentes. Et donc la MCO va continuer à exister, va continuer à avancer. Et il y aura obligatoirement une formation à mettre en place, en tout cas pour tous ces acteurs. Je laisserai Sylvia répondre sur l'égalité homme-femme. C'est effectivement un sujet que nous avons beaucoup abordé. Fabien Di Filippo a parlé... de déficit commercial, de baisse du trafic aérien, d'arrêt progressif des voies intérieures. Effectivement, cet arrêt progressif des voies intérieures n'est pas obligatoirement une bonne solution pour l'industrie française qui, notamment, développe les avions électriques. Avions électriques qui ont comme essentiel moyen de déboucher les toutes petites lignes. Et donc, effectivement, si les toutes petites lignes en France n'existent plus, ils vont aller se tester ailleurs. Et donc, d'où l'intérêt de réfléchir à ça, en tout cas pour l'aviation électrique. En ce qui concerne la prédation venant de l'étranger, effectivement, on a cette alerte, notamment pour des entreprises françaises et des toutes petites entreprises françaises. C'est pour ça que nous incitons à une consolidation du secteur de manière à être beaucoup plus protégé vis-à-vis de cette prédation venant de l'étranger, notamment d'un étranger asiatique, chinois pour ne pas le nommer. Ceci étant, il n'y a pas que la prédation en France, il y a aussi d'autres types de prédation. Comac a été à 2 doigts de racheter chez Bombardier les C-Series, et Airbus en fait lui a grillé la priorité, et la gamme A220 chez Airbus, qui provient donc du rachat d'une partie de Bombardier, a été soufflée aux Chinois. Et ce qui
donne en fait à l'industrie française et voire américaine un peu plus d'avance sur l'industrie chinoise qui n'a toujours pas certifié son premier avion, voilà, qui devait être certifié à la fin de l'année 2021, qui ne l'est toujours pas. Vous parliez également, Monsieur De Filippo, de menaces sur les aéroports régionaux. C'est pour ça que nous insistons effectivement sur l'intérêt des avions électriques de petite place pour mettre en place un aménagement du territoire différent et une remise en valeur des aéroports régionaux. Madame Crouzet, vous parliez de l'optimisation de la gestion du trafic aérien et de la gestion de l'optimisation au sol. Qu'est-ce qui bloque ce sont peut-être les habitudes, parce qu'effectivement, comment dire, la décarbonation, c'est pas uniquement l'objet. Alors oui, effectivement, il y a l'objet avion qui va faire l'objet de technologies de rupture, qui va évoluer, qui va devenir beaucoup moins consommateur, voire non consommateur. Mais cet avion, cet objet, il a besoin de points d'atterrissage qui sont les aéroports, qui eux aussi doivent être décarbonés. Et il y a ensuite tout ce qui est autour du vol. Et donc autour du vol, ce sont plutôt des compétences, de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'espace tel qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, nous avons essentiellement des routes fixes. Or, il pourrait être intéressant d'utiliser également les mouvements d'air. Un Toulouse-Paris peut être fait de multiples routes et d'un jour à l'autre, les routes peuvent être différentes en fonction des masses d'air ascendantes, descendantes, des courants, des vents. Voilà, et tout ça, c'est aussi à optimiser. Donc, l'optimisation n'est pas que technologique, elle est aussi dans la manière de piloter, elle est dans la manière de, comme disait Sylvia Pinel tout à l'heure, de faire des descentes progressives et autres. Pour Marie-Noëlle Battistel. Je ne sais pas me relire. Oui, effectivement. Les étudiants souhaitent trouver du sens dans... Enfin, les étudiants ont toujours cherché à trouver du sens dans leurs études, mais c'est de plus en plus prégnant depuis un certain nombre d'années. Et effectivement, on peut aussi trouver du sens dans l'aéronautique quand on décide et quand on comprend que c'est une technologie qui va être de plus en plus vertueuse et qu'on a envie de la verdir. Et si on a envie de la verdir et que l'on se rend compte qu'en plus elle est verte, on est particulièrement attiré dans ces filières. Alors il y a plusieurs manières. D'abord en communiquant sur les efforts que fait l'industrie aéronautique et ses objectifs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est en mettant également des modules autour de l'environnement dans toutes ces formations. Et c'est ce que sont en train de faire et font depuis quelques années l'ISAE, Supaéro et l'ENAC. Pour Antoine Hertz, qui nous parlait du SAF et des points de blocage. Les SAF, on sait les produire. On sait les produire de plusieurs manières. Alors, effectivement, on ne les produit plus et la question ne se pose plus en utilisant des surfaces agricoles qui pourraient être utilisées pour l'alimentation humaine. Ça, c'est des choses qui ont pu être envisagées il y a quelques années, mais qui ne le sont plus du tout. Donc aujourd'hui, on sait produire du SAF à partir de résidus agricoles, à partir d'huile usagée, à partir de graisse animale, à partir de tout un tas de choses comme ça. Ça, c'est pour l'utilisation de matières premières. Et ça marche puisque Airbus a par exemple réalisé un vol entier entre Toulouse et Montréal à partir d'huile usagée, voilà, donc avec 0% d'émissions de CO2. Mais il y a aussi de nouveaux SAF qui peuvent être mis en place à partir de la récupération du CO2 de l'atmosphère avec des techniques hydrogène et une création donc de e-fuel. Voilà. Donc tout ça, on sait le faire. La seule
La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes ne les commandent pas, puisque l'introduction de SAF dans le carburant, c'est 0,1% du carburant. Voilà. Donc, quelque part, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on sait faire, mais on ne produit pas parce qu'on n'a pas de clients. D'un autre côté, les clients nous disent « oui, mais ça coûte trop cher, donc on ne commande pas ». Voilà. Donc, il y a une filière en fait, à organiser, et c'est pour ça que ça n'avance pas pour l'instant, parce qu'elle n'est pas organisée au niveau européen, en tout cas, alors que les États-Unis sont en train de l'organiser chez eux. Donc, l'une de nos propositions, c'est de l'organiser au niveau français, enfin en tout cas au niveau européen, pour éviter dans quelques années de devoir acheter du SAF aux États-Unis, par exemple. Monsieur Falorni, que nous remercions particulièrement parce que je sais qu'il était souffrant et qu'il était à 2 doigts de ne pas venir ce matin. Parce que, voilà. Alors, ce n'est pas le Covid. Merci, monsieur Falorni, de préciser que ce n'est pas le Covid. Je le dis pour le micro, voilà. Au cas où la France entière s'inquiéterait. Et merci d'être là quand même. Pour la première partie de sa question, est-ce qu'il y a une concurrence entre les surfaces alimentaires pour produire du carburant bio? J'ai répondu tout à l'heure. Effectivement, ça fait bien longtemps qu'on ne se pose plus la question là-dessus. Il n'y a pas de concurrence. Les Sustainable Alimentation Fuel, les carburants durables, sont réalisés à partir de tout autre produit, notamment des déchets. Vous nous posiez la question du retour à la normale. Le retour à la normale ne va pas se faire de la même manière partout. Les vols intérieurs les vols intérieurs des pays ont à peu près repris, ils sont à 60% de leur normal. Quand on dit normal, c'est indice de référence 2019. Les vols intérieurs sont à 60%. Les vols régionaux, c'est-à-dire à l'intérieur de la région Europe ou de la région Amérique ou de la région Asie, sont à peu près au même niveau. Les vols internationaux, donc entre l'Europe et les États-Unis, ou les États-Unis et l'Asie et autres, eux ont complètement plongé. Donc eux, on ne les voit pas à un niveau... D'ailleurs, on n'arrive pas à tout à fait déterminer, puisque chaque fois qu'il y a un nouveau variant du Covid, tous ces vols se referment. Donc on ne sait pas répondre à cette question. Mais au-delà des distances, il y a aussi les types de vols. Les vols de type touristique, eux, reprennent très très vite. Et il y a d'ailleurs une dualité que l'on a notée entre les désirs du citoyen de peut-être un peu moins voler, ou en tout cas de se poser la question de prendre l'avion avant de le prendre, et l'engouement qu'il peut y avoir dès qu'une compagnie ouvre une destination parce que le pays a ouvert les frontières, met en lumière en tout cas une certaine dualité dans la consommation du tourisme. Donc le tourisme va redémarrer très très vite. Ce qui va peut-être démarrer moins vite ou qui n'arrivera pas au niveau d'avant, c'est la clientèle affaires, puisque on a tous et vous l'utilisez comme moi, on a de plus en plus développé tout ce qui touche à la visioconférence. Et la visioconférence ne remplacera pas la totalité des réunions professionnelles, mais en tout cas va en remplacer un certain nombre. Pour Bénédicte Taurine, je relis la question. Oui, Bénédicte Taurine parlait des relations commerciales déséquilibrées et notamment faisait référence à ce qui se passait dans l'automobile. On n'a pas eu cette sensation, sincèrement, dans nos auditions avec les acteurs de l'aéronautique. On a vraiment la sensation que tous les acteurs de l'aéronautique se tiennent vraiment... comment dire ? Qu'il y avait une véritable écoute les uns des autres et que pendant cette pandémie et cette crise, personne n'a laissé tomber personne. Voilà. Des donneurs d'ordre ont continué à donner des ordres, même s'ils n'avaient pas eux-mêmes des clients. Et donc la chaîne a quand même plutôt pas trop mal fonctionné. Voilà. En tout cas, le comportement dans l'automobile et dans l'aéronautique semble différent. Pour Madame Maquet, qui nous demandait quels étaient les moyens pour la décarbonation, c'est un peu le but du rapport. C'est un peu partout, effectivement. Il y a à la fois des
des ruptures technologiques dans la construction des avions, dans la construction des moteurs, dans les modes de vol. Il y a également des possibilités de décarboner par les modalités de pilotage, par les modalités d'accueil des avions sur les tarmacs. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire qui permettront, dès qu'on arrivera à faire tout ça, d'avoir un avion qui vole avec 0 émission. Monsieur Vigier posait une question qui était à peu près du même sujet que monsieur Di Filippo, autour de désenclavement des territoires et de l'avenir de ces lignes. Il y a un avenir de ces lignes, notamment avec le développement de l'avion électrique. Et effectivement, l'avion électrique sera un des outils de désenclavement des territoires. Madame Batteau, nous ne souhaitons pas, nous en tout cas, vos rapporteurs, opposer les modes de transport. Chaque mode de transport est bien là où il est. Il y a des lieux, je pense par exemple à l'Amérique du Sud, je pense à l'Asie, où il est totalement impossible de se déplacer sans les avions. Donc l'avion doit absolument exister dans certains endroits. Dans d'autres endroits, d'avoir un avion, un train, une voiture ou d'autres sont des moyens de transport différents qui adressent des publics et des moyens différents. Donc on ne souhaite pas opposer les moyens de transport, et en tout cas on ne souhaite pas utiliser la communication de l'un des moyens de transport pour en faire une vertu cardinale. Donc moi je crois à l'Observatoire de l'adaptation durable que met en place le ministre Djebari pour avoir un débat objectif et apaisé autour de ces sujets. Voilà, tout simplement. En tout cas, la réduction volontaire du trafic aérien ne me paraît pas être la seule et unique option pour la réduction des gaz à effet de serre du trafic aérien. Tout simplement parce que si on pousse ce raisonnement au bout, comme le logement aujourd'hui produit 10 fois plus de gaz à effet de serre que l'avion, si on disait qu'on allait mettre les Français dehors et détruire leur logement parce qu'ils sont trop polluants en leur en proposant pas d'autres, je pense que ça serait assez mal vécu. Quant à M. Villani, on a des possibilités extraordinaires en termes de technologie. Vous trouvez qu'effectivement, elles vont arriver très tard. Vous avez raison, elles vont arriver tard. Elles arrivent tard parce que la filière n'est pas aujourd'hui structurée. Et donc, parmi nos propositions, on suggère de les structurer à la fois pour mettre en place la production de SAF, de carburant durable, qui permettent d'avoir 0% d'émissions. Et on voudrait la mettre en place au niveau européen très rapidement, parce qu'on a toutes les briques pour le proposer. Le gouvernement américain, lui, le met en place. Et il ne faut pas qu'on devienne dépendant des États-Unis pour avoir du carburant écologique. Voilà. Je vais laisser la parole à Sylvia Pinel qui va compléter ce que je dis. Merci beaucoup. Je vais essayer de compléter en regroupant un peu les thématiques qui ont été évoquées dans différentes questions. Donc, pardonnez-moi de ne pas vous citer les uns les autres, mais pour gagner un peu de temps. Beaucoup d'entre vous sont revenus sur la question de l'hydrogène et notamment de sa disponibilité, de ce calendrier. Effectivement, sur l'hydrogène, la question qui se pose, c'est des difficultés techniques qui, à ce stade, ne sont pas résolues, mais sur lesquelles, effectivement, l'ensemble de la filière travaille, qui sont de différents ordres. D'abord, la question du stockage de l'hydrogène à bord des avions. J'ai évoqué la question du volume, mais aussi de la manière de stocker l'hydrogène, moins de 253 degrés. Donc ça veut dire des cuves cryogéniques, adaptées, étanches, résistantes, puisqu'évidemment, tout le monde s'accorde sur la nécessité de sécuriser ces aéronefs et aussi de travailler sur la certification et la réglementation nécessaires en la matière. Et puis,
il y a aussi la nécessité d'avoir une compatibilité entre l'hydrogène et le reste des circuits de l'avion, mais aussi des systèmes auxiliaires. Il y a aussi la question de la production massive d'hydrogène décarboné et la question du transport de l'hydrogène vers les aéroports et de la nécessité d'avoir un aménagement pas uniquement franco-français. Parce que, évidemment, il est important que les avions puissent s'avitailler là où ils seront. Donc, il faut avoir cette vision globale. Et c'est ce qui revient souvent sur la question de la mission aéronautique et de la filière aéronautique. C'est que le raisonnement français, c'est bien, le raisonnement européen aussi, mais il faut le voir de manière plus globale parce que avoir un saut technologique important et avec des efforts de recherche tout à fait significatifs, s'ils ne sont pas partagés et reproduits ailleurs, nos efforts seront vains. Et puis, il y a aussi la question des effets non CO2 de l'hydrogène sur lesquels il faut travailler. Et ça fait partie des recommandations du rapport. Et c'est la raison pour laquelle le fil conducteur, c'est aussi la recherche et le développement sur des questions qui ne sont pas encore aujourd'hui stabilisées et suffisamment matures. Donc là, je pense que sur la question de l'hydrogène, j'ai répondu à Michael et à Olivier Falorni également. Sur la question des DSP et des critères environnementaux. Alors ça, c'est un sujet effectivement qui est remonté au cours des auditions, qui avait déjà été repéré dans un rapport sénatorial, où en effet, ce qui peut paraître surprenant, c'est que ces critères environnementaux ne sont pas forcément mentionnés. Et nous avons donc des DSP où certains concurrents directs d'ATR, pour reprendre la question, ont été choisis, alors que justement ces avions-là, des avions ATR par exemple, auraient eu un impact environnemental moindre. C'est du coup le sens de cette préconisation, à la fois bien sûr pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques, mais également aussi parce qu'il y a la possibilité de produire ce type d'avion sur nos territoires. Donc ça rejoint les deux objectifs que nous partageons. Sur la question égalité femmes-hommes que Michael Nogal a posée, qui a été repris aussi par Marie-Noëlle Battistel, seulement 23% de femmes dans la filière aéronautique au global, et 86% d'hommes chez les techniciens et les agents de maîtrise, d'où la nécessité, en effet, de porter des actions en faveur de la féminisation des métiers dans l'industrie en général, mais l'industrie aéronautique en particulier. Et vous le savez, un certain nombre d'écoles, notamment ISAE, Supaéro, mènent un certain nombre d'actions pour attirer les jeunes femmes dans ces filières. Sur les différentes innovations, alors on a beaucoup parlé effectivement des motorisations, du renouvellement des flottes, mais j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a d'autres évolutions techniques et technologiques sur lesquelles il faut travailler pour avoir des gains en matière d'émissions de CO2. Je pense à tout ce qui est fait pour alléger le poids de l'avion, sur l'utilisation des matériaux composites. Il y a dans le rapport un certain nombre d'éléments concrets sur ces recherches et sur le développement. Alors même si certains process sont déjà plus matures que d'autres, mais certes, il faut avoir à l'esprit ce que nous avons dit sur la décarbonation, mais il y a d'autres éléments beaucoup plus techniques sur d'autres points. Sur la compétitivité, le déficit commercial et sur certaines questions qui ont été posées par Fabien Di Filippo, mais aussi Antoine Herth. Effectivement, l'aéronautique joue un rôle important pour nos exportations. Et il est important d'avoir à l'esprit que cette filière est très concurrencée et qu'il est important
de la soutenir dans sa globalité, dans toute la chaîne, et de garder aussi une forme de souveraineté. Alors, est-ce que la question de savoir si c'est mal que l'Allemagne crée son centre de formation, il ne nous appartient évidemment pas d'en juger. Ce que je sais, c'est qu'il est important dans ce monde concurrentiel que la France et l'Union européenne puissent travailler sur les innovations de rupture absolument indispensables pour rester compétitif. Parce que si on ne continue pas à travailler sur l'avion électrique, sur l'hydrogène, sur les SAF, eh bien, nous savons que d'autres, qui seront peut-être beaucoup moins vertueux que ce que nous pouvons faire, et ce que nos ingénieurs et ce que la filière est en capacité de faire chez nous, seront faits finalement de manière moins disante ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle et je suis en contradiction avec certains de nos collègues qui finalement laisseraient partir un certain nombre de talents dans l'intervalle. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Chine ont des visions extrêmement agressives sur cette filière-là. Et nous savons que leur référentiel peut être différent du nôtre. Et donc, moi, j'encourage, évidemment, et dans le rapport, nous demandons l'accélération d'un certain nombre d'incorporations, par exemple, de SAF. Nous encourageons aussi à la recherche technique et scientifique sur un certain nombre de points, parce que le plan Biden sur les biocarburants, par exemple, il n'est pas lié au hasard. Et si la filière européenne et la France en particulier ne prend pas le lead là-dessus, d'autres le feront avec des référentiels qui ne seront pas forcément les nôtres, d'où l'importance. Quant aux coopérations européennes, elles existent déjà avec Airbus, qui est effectivement avec un modèle particulier qui permet d'avoir justement une vision européenne, mais aussi une vision de ses sous-traitants. Et la solidarité dans la filière aéronautique, qui bénéficie d'une bonne structuration, a permis pendant la crise de mieux résister, de bien résister et d'avoir cette approche globale qui est absolument indispensable, même si tout n'est pas parfait, on n'est pas complètement naïf, mais il est important de le souligner. Quant à l'effet Brexit, ça n'a pas été évoqué pour les raisons que je viens d'évoquer, puisque Airbus a déjà l'habitude de travailler avec des entreprises européennes, françaises bien sûr, mais aussi du Royaume-Uni, mais d'autres pays également. Eh bien, ça ne s'est pas, l'impact Brexit n'a pas été évoqué dans nos auditions, même s'il faudra effectivement être vigilant sur un certain nombre, notamment d'entreprises sous-traitantes dans certains territoires. Sur la question des SAF et des points de blocage qui existent, en complément de ce qu'a dit Jean-Luc, il y a effectivement la question de la structuration qui est insuffisante. Alors, parce que les mandats d'incorporation sont aussi très faibles, donc c'est la raison pour laquelle nous proposons de les remonter, de les accélérer. Mais il y a aussi une question de prix aujourd'hui, du coût de ces SAF qui sont plus important que le kérosène. Et donc, il faut se poser la question de savoir, en structurant la filière, faire baisser les prix pour ne pas créer, là aussi, de distorsion de concurrence à l'échelle mondiale. J'ai déjà évoqué les problèmes opérationnels de distribution, je n'y reviens pas. J'essaye de compléter sur les... Oui, sur la question de Bénédicte Taurine sur les sous-traitants. Il est effectivement important d'avoir une vigilance sur les sous-traitants et sur leur capacité à créer de l'emploi, à irriguer nos territoires, et à ce que l'effet de ruissellement et notamment de soutien que différents organismes apportent aux grands donneurs d'ordre
puisse redescendre. Et c'est tout le rôle du CORAC de permettre ce ruissellement, d'accompagner justement l'innovation aussi dans les plus petites entreprises. Globalement, les choses se passent plutôt bien. C'est le retour des entreprises sous-traitantes que nous avons auditionnées, même si nous avons un certain nombre de points de vigilance qu'il faut continuer à avoir. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'assurer davantage de transparence pour les bénéficiaires de soutien, à l'instar de ce qui peut se faire sur le fonds de modernisation. Et j'insiste là-dessus sur les moyens budgétaires et financiers qu'il est nécessaire de préserver, que ce soit pour le CORAC, que ce soit pour l'ONERA, pour la DGAC également, parce que sur les opérations au sol ou les questions d'éco-pilotage, par exemple, on voit bien qu'il y a un certain nombre de freins de blocage, parce que les équipements ne sont pas forcément encore aujourd'hui suffisants pour permettre ces descentes continues, pour réguler le trafic en vol, pour permettre ces améliorations au sol qui sont indispensables, et on le sait, qui auront un impact positif sur les émissions CO2. Donc là aussi, c'est, je crois, Jacqueline Maquet qui posait la question des moyens. Ça fait partie de préconisations assez concrètes qui seront utiles à l'ensemble de la filière. Oui, un dernier mot sur les formations qui sont absolument essentielles. Et je voulais ajouter que, effectivement, au-delà de la sensibilisation au métier de l'industrie, à la féminisation, que cette approche environnementale et sur la nécessité d'intégrer l'impact du réchauffement climatique dans les formations des ingénieurs, des pilotes, des techniciens, des agents de maîtrise, elle est de plus en plus prégnante et elle existe. Donc on voit bien que le secteur n'a pas attendu un certain nombre de remarques qui sont faites ici ou ailleurs pour le prendre en compte et pour inciter et accélérer sa nécessaire transition. Et ces formations, donc, elles existent dans de nombreuses écoles toulousaines, notamment, pour former nos jeunes à ces questions-là. Voilà. Merci à tous les deux. Juste un dernier mot, Monsieur le Président, si vous voulez bien. L'intitulé de la mission, c'était effectivement Avenir de l'aéronautique en France. Nous avons choisi d'élargir en fait le panel des personnes que nous avons auditées, et nous avons commencé par auditer des sociologues d'abord, des sociologues qui, face à la crise du Covid, face à la baisse du trafic aérien, face à un aérobashing, nous ont expliqué si les Français, les Européens, étaient consommateurs ou moins consommateurs d'avions et quel allait être l'avenir. Nous avons ensuite continué par des économistes. Nous avons bien sûr reçu des ONG environnementales, parce que nous voulions les entendre, des gestionnaires d'aéroports, des écoles, bien sûr ensuite des compagnies aériennes, des sous-traitants, enfin les constructeurs aéronautiques et des startups qui nous ont effectivement dit qu'aujourd'hui, les modalités de soutien étaient compliquées en France. Et tout ça pour dire que l'avenir du secteur aéronautique en France est quelque part lié totalement à l'international. Parce que si la France est un pays phare en termes de construction aéronautique, en termes d'offres, la compétition est internationale. Et tout cela, ça se passe sur un secteur international. Et donc, si on en avait une seule préconisation à faire parmi les 47, c'est de faire en sorte que les règles que nous édictons soient des règles internationales et pas des règles franco-françaises qui vont uniquement handicaper l'industrie française, alors que c'est une industrie qui se bat sur le plan international. Si nous voulons qu'il n'y ait pas de fuite de carbone, si nous voulons qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, il faut vraiment que toutes ces règles soient édictées, non pas au niveau européen uniquement, mais au niveau international. Merci. Votre conclusion a fait lever quelques sourcils et quelques mains. Donc, Madame Bateau, Monsieur Villani, rapidement, juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'on doit voter la publication du rapport à l'issue et qu'ensuite, à 11h30, parce qu'il était auditionné par le Sénat auparavant, donc le temps qu'il arrive, Monsieur Queuret, pour l'autorité de la concurrence, avec un vote prévu avant 13h. Donc, on reprendra
disons à partir de 11h25, soyez dans les parages. Madame Bateau, puis Monsieur Villani ici. Juste une mise au point, Monsieur le Président, parce que nous sommes à la Commission des affaires économiques et qu'à la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, on ne peut pas, dans une formule choquante, qualifier d'aérobashing le fait d'évoquer les données scientifiques qui sont celles du GIEC concernant l'empreinte climatique du secteur aérien et aéronautique. Monsieur Villani. Merci, Monsieur le Président. C'est dans le fond la même remarque. J'ai été choqué d'entendre ce mot aérobashing dans mon intervention. Les propos très durs que j'ai cités sur l'avenir de l'aviation ne venaient pas d'un militant de telle ou telle association. Ils émanaient, je le rappelle, de François-Marie Bréon, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et l'un des laboratoires de l'Institut Paul-Simon Laplace, autorité respectée dans le climat et auditionnée comme telle. Bien, cela étant dit. Si, Monsieur Laglaise, allez-y. Malgré toute l'amitié que je porte à nos deux collègues, l'aérobashing n'est pas uniquement lié à deux personnes. L'aérobashing, c'est quelque chose que l'on peut entendre dans la presse à droite à gauche. Et je ne visais ni Delphine Bateau ni Cédric Villani quand je parlais d'aérobashing. Bon, je pense qu'on va éviter de faire durer trop longtemps cette controverse sémantique. Je vous engage à en débattre, n'hésitez pas entre vous. Je vais, avant de lever cette séance, temporairement soumettre au vote l'autorisation de publier le rapport d'information. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le rapport sera donc publié. Merci à tous.